vous allez venir à mes côtés. Puis je vais appeler aussi le docteur Frédéric Le Guillou. Frédéric Le Guillou, qui est pneumologue et président de l'association Santé Respiratoire France. Et nous avons aussi un patient qui est avec nous, Patrick Roux. Patrick Roux, vous allez nous rejoindre. Vous êtes patient expert dépisté souffrant d'apnée du sommeil il y a 20 ans. Donc on a mis aussi du temps pour vous dépister. Et puis on a deux autres spécialistes qui sont à distance, qui vont intervenir, à commencer par le professeur Jean-Louis Pépin. Alors, professeur Pépin, est-ce que vous êtes en ligne? Bon. Échange de Marc Sapen avec Anthony Cavana, mais on y reviendra, je pense. Voilà, tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Donc on va démarrer avec vous et je rappelle que nous allons avoir 3 temps forts durant cette conférence et vous pourrez, à l'issue de chacun, poser des questions. Peut-être un mot avec vous, Marc Sapen, pour démarrer cette interview. Comment vous l'avez repéré, Cavana? Alors, il faisait référence, il y a eu un petit film qu'il avait fait sur Internet que vous aviez vu, où il racontait, qu'il ronflait à 92 décibels. Voilà, vous prenez le micro vert, on vous entendra mieux. Oui, c'est d'une simplicité désarmante, étant parfois sur les réseaux sociaux, comme certains ont pu le remarquer. Je vois cette interview de Cavana que je ne connaissais pas. Et je vois en quelques minutes tout ce qu'il dit. Je ne sais pas si vous avez vu, entendu plutôt. Premièrement, il y a tout ce qui concerne sa vie bousillée, une vie professionnelle, une vie. Et la femme qui dort dans la salle de bain. Ça, c'est sympa, mais c'est sympa. Mais il faut aller au-delà de ça. C'est sa vie professionnelle. Là, on n'a pas tout mis dans l'interview que je lui ai fait. Il dit mais à quel point ses journées étaient complètement foutues et il ne réservait tout son temps, toute son énergie que pour les spectacles qu'il donne le soir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est rentré dans une histoire dont personne ne parle. C'est-à-dire, quand est-ce que ça commence? C'est 30 ans d'attente avant de faire un diagnostic. Et surtout, l'aspect familial. Parce qu'on a parlé de ses enfants, on a parlé de son père. Et donc, je n'entends pratiquement jamais parler de prévention de l'apnée du sommeil, qui est une maladie absolument colossale. Donc, ça nous permet d'aller vers la prévention. Voilà, vous nous avez donc rejoint, professeur Jean-Louis Pépin, pneumologue, directeur d'une unité INSERM dédiée au syndrome de l'apnée du sommeil. Pour démarrer, très simplement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'apnée du sommeil, au-delà des 92 décibels d'Anthony Cavana? Oui, si on essaye d'être simple et didactique, en fait, il faut s'imaginer un conduit aérien qui est pas du tout le larynx, qui est le pharynx. Donc c'est en arrière de la base de langue, en arrière du voile du palais, ce que les patients ou le grand public appellent la luette. Donc vous voyez, dans cette zone-là, c'est uniquement des tissus qui sont mous, des muscles. Donc dans la journée, les gens qui ont des apnées du sommeil, en général, ont ce conduit-là, le passage de l'air, qui est réduit dans sa taille. Mais ce sont les athlètes qui font travailler leurs muscles à l'éveil de manière contrôlée pour bien garder ce tuyau ouvert. C'est pour ça qu'on ne fait pas d'apnée du sommeil quand on est éveillé. C'est pour ça aussi que, comme c'était discuté dans l'interview avec Anthony Cavana, il y a potentiellement un intérêt de rééduquer ces muscles. Si vous avez un tuyau qui est de toute petite taille, eh bien, il va rester ouvert s'il est en fer. Mais s'il est souple, mou, comme ces muscles-là, quand vous relâchez l'activité musculaire pendant le sommeil, ça se ferme complètement et ça c'est des apnées, ou ça se ferme incomplètement et c'est ce qu'on appelle des hypopnées. Donc ça fait chuter le taux d'oxygène à chaque événement respiratoire. Ça se passe plusieurs centaines de fois la nuit pour les gens qui ont des formes sévères. Et ça se termine. Pourquoi ça ne dure pas 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes? Parce qu'à un moment donné, il y a une alerte cérébrale qui dit non, on ne peut pas supporter cette chute du taux d'oxygène et cet effort respiratoire. Et survient ce qu'on appelle un micro-éveil qui dure 2-3 secondes, qui n'est pas perçu par les patients qui n'en gardent pas de mémoire, mais qui se réveillent plusieurs centaines de fois la nuit, ce qui explique leur fatigue, leur irritabilité, leur somnolence, et aussi leurs complications cardio-respiratoires et pulmonaires. Donc pour ce rétrécissement du tuyau du passage de l'air, il y a 2 grands contextes. Il y en a un qu'on connaît depuis longtemps,
qui est assez bien reconnu par les médecins généralistes et qui est l'obésité. Et puis il y a un contexte qui est beaucoup moins connu, c'est les anomalies maxillofaciales, les petites mandibules, les grosses langues. Et tout ça, c'est beaucoup moins identifié avec des gens qui ne sont pas toujours obèses, qui sont parfois beaucoup plus jeunes, qui sont parfois des enfants. Et c'est pour ça qu'il y a tout un spectre de la maladie qui est identifié et diagnostiqué très tard. Je ne fais pas plus long, je dis juste que c'est beaucoup plus rare chez les femmes avant la ménopause, mais qu'après la ménopause, il y a exactement le même niveau de prévalence chez l'homme et chez la femme. Professeur Pépin, est-ce qu'on peut donner un chiffre? Parce que c'est vrai que quand on parle de chiffres, il y a des chiffres très différents qui circulent. On dit quelquefois 5% de la population, d'autres fois on dit 10%. Quel est le bon chiffre? Est-ce qu'on le connaît d'ailleurs? Alors, on l'estime, on ne le connaît pas complètement. En fait, les variations, on dit que dans le monde, il y a 1 milliard d'individus qui souffrent d'apnée du sommeil. Donc quand on dit ça, bon, on pose un pavé dans la mare, hein, on met une densité du problème, c'est très significatif. Tous les gens qui sont à la conférence souffrent ou connaissent dans leur entourage des gens qui ont des apnées du sommeil. En France, on estime, Marc l'a dit tout à l'heure, c'est entre 3 et 5 millions. Ça dépend si on intègre dans la définition les symptômes. Mais le problème, c'est qu'il y a des symptômes caricaturaux, comme les racontait Anthony Cavana, et il y a des gens qui sont simplement très fatigués, épuisés, irritables, dépressifs, et ce n'est pas toujours des symptômes qui sont associés aux apnées du sommeil, mais en tout cas plus de 3 millions ou 4 millions en France qui méritent d'être traités. Il y a un accord sur ce chiffre. Alors, un chiffre plutôt plancher. Marc Sapin, comment peut-on diagnostiquer cette maladie? Parce qu'on l'a vu, et d'ailleurs, il le disait dans la vidéo, il est resté des années sans être diagnostiqué. Donc, comment on diagnostique la maladie et qu'est-ce qui peut alerter? À partir de quel moment on dit on va aller voir un médecin? Alors, je l'ai dit ce matin dans les différentes conférences, occupez-vous de vos affaires. Là, je m'adresse aux patients. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit lorsque vous êtes à une consultation médicale. Vous avez d'autres informations que la consultation médicale. Je suis un défenseur acharné de la consultation médicale. Mais ce qu'on voit, nous, toute la journée, c'est des patients qui errent effectivement dans le système de santé depuis très longtemps. Donc, maintenant, ça commence à diffuser toutes les personnes. Donc, la clinique est absolument déterminante. Souvent, la médecine a tendance à mettre le focus sur les examens, etc. Mais là, la clinique est absolument déterminante. Toutes les personnes qui sont fatiguées dès le réveil, s'il n'y a pas d'autre cause évidente, il faut s'acharner. Mais quand je dis s'acharner, c'est s'acharner. C'est-à-dire, je ne laisse pas tomber l'affaire. Ce n'est pas parce que j'ai vu un premier professionnel de santé qu'il n'y a rien. Et ceci d'autant plus que je ronfle, ceci d'autant plus que j'ai vu que dans la famille, il y avait d'autres personnes concernées, ceci d'autant plus que j'ai l'hypertension artérielle, que j'ai du diabète ou j'ai quelque chose d'autre. Donc les signes sont absolument déterminants. Et peut-être encore plus même chez l'enfant, où là, on va vous faire des grandes théories sur les examens. Donc les signes cliniques, et après, là, on s'adresse aux patients aujourd'hui, et après, pour les médecins, c'est une autre affaire de faire le diagnostic. On ne va pas passer du temps là-dessus. Donc, si j'ai bien retenu tout à l'heure, un enfant qui dort la bouche ouverte, c'est déjà un premier signe d'alerte. C'est un signe, mais fondamental. Ah, pas là. Au lieu de voir toute la journée, et patient, levez-vous, criez, entendre comme j'aime en publicité sur les chaînes d'État, c'est un scandale absolu. Toutes ces thérapeutiques, en fait, sont des fausses thérapeutiques. D'abord, aucun système ne fait maigrir, aucun. Ils font d'abord tous ces régimes, parce que c'est des régimes, ils font tous grossir. Donc on ne parle que de ça toute la journée, alors ce qui devrait passer avant le journal télévisé à 19h58 tous les jours, vos enfants doivent dormir la bouche fermée. Alors, professeur Pépin, quels sont les deux grands traitements qui sont proposés et selon quels critères on va prendre plutôt, pour faire simple, l'avancée mandibulaire ou l'appareil de respiration positive? Est-ce qu'avant, je peux commenter ce que vient de dire Vous avez Marc? tous les droits, même de commenter ce que vient de dire Marc Sapin. Il ne faut jamais me dire que j'ai tous les droits. Mais ce que vient de dire Marc, c'est fondamental. Il l'a dit à Anthony Cavana aussi tout à l'heure, l'adolescence et l'enfance, c'est un moment où on peut agir non pas de manière
palliatifs, parce que les traitements, je vais vous répondre après, aujourd'hui sont des traitements palliatifs de la maladie. Ils ne guérissent pas. Et chez l'enfant et l'adolescent, on peut guérir la maladie. Donc c'est fondamental à ce moment-là de reconnaître cette maladie et de la prendre en charge. Je voudrais insister, avant de vous répondre sur les traitements, sur le fait que dans la bonne santé, aujourd'hui, il y a une triplette gagnante. Le sommeil, la nutrition et l'activité physique. Si j'ai des apnées du sommeil que je dors mal, je vais avoir une appétence pour les aliments qui sont mauvais pour la santé, le sucre, les corps gras. Et je vais avoir, avec ma fatigue, une incapacité à me développer en termes d'activité physique. Imaginez un adolescent qui a des apnées du sommeil, qui se sert de son téléphone, qui commence à s'alimenter mal, qui n'a plus d'activité physique. J'ai pas besoin de vous expliquer le cercle vicieux dans lequel il est parti et dans lequel on est tous engagés. Donc ces messages de bonne santé sont fondamentaux. Pour ce qui concerne, j'aimerais vraiment que les patients aussi dans la salle gardent en tête le relationnel de ce trio-là. Nutrition, sommeil, activité physique. On parle maintenant de santé du sommeil, au-delà du syndrome d'apnée du sommeil. Les traitements, aujourd'hui, si on regarde ce qu'on appelle le niveau de preuve, là je prends une casquette de professeur qui n'est pas ma préférée, le niveau de preuve est à peu près le même pour la pression positive et pour l'avancée mandibulaire. Je vous ai dit, c'est des traitements palliatifs. La pression positive, je l'ai dit tout à l'heure avec vous, vous soufflez de l'air sous pression à l'intérieur la nuit, vous l'agrandissez, vous le stabilisez, c'est un traitement miraculeux. Vous n'avez plus d'apnée du sommeil quand vous portez la machine. Quand vous portez la machine, c'est un traitement palliatif. D'où, on en reparlera sûrement, tous ces outils pour aider les patients à utiliser leur traitement, les innovations technologiques, mais beaucoup plus importantes, tout le soutien des pairs, des patients experts, la situation du couple, etc., qui sont plus importantes que les améliorations techniques. Pour être clair, combien de temps il faut utiliser la machine par nuit? Alors, ça, c'est une question à $1 million. On pense aujourd'hui qu'il ne faut pas exactement le même temps pour simplement améliorer la fatigue et la somnolence ou pour prévenir les maladies cardiovasculaires. C'est à partir de 3 heures, on a des données qu'on vient de publier, il y a un effet chez certains patients. Donc, vous voyez, c'est en deçà de ce qui est requis pour le remboursement. 4 heures, c'est un seuil important, mais pour être très efficace sur le plan cardiovasculaire, c'est plutôt 6 heures. Les outils d'avancée mandibulaire, les orthèses, en fait, on va pousser votre mandibule vers l'avant, et vous voyez bien que si vous avancez tous dans la salle à votre mandibule, hein, comme je suis en train de le faire, eh bien vous percevez une ouverture du conduit aérien, et vous allez élargir vos aériennes et les stabiliser. Ça marche très bien. C'est un peu moins efficace chez les patients très obèses. Et surtout, la contrainte, c'est que c'est un peu plus long à mettre en place. Il y a un parcours de soins qui reste trop compliqué, on en reparlera peut-être. Et l'autre élément, c'est qu'il faut avoir une situation dentaire. Si vous êtes totalement édenté, c'est quand même beaucoup plus compliqué à mettre en place une avancée mandibulaire. Mais l'avantage, c'est que souvent, c'est mieux supporté, que les gens le gardent plus sur l'ensemble de la nuit. Et là aussi, on milite avec Marc et avec d'autres. J'étais la semaine dernière en Australie pour une discussion sur ce sujet-là. On va avoir besoin que les patients aient le choix et puissent avoir les 2 traitements. Je suis aujourd'hui au congrès des apnées du sommeil. Je suis arrivé hier soir à l'hôtel. C'était peut-être plus pratique d'amener mon appareil d'avancée mandibulaire que ma PPC. Et est-ce que dans un pays comme le nôtre, développé, riche, on peut accepter que les gens aient les 2 traitements en même temps et pas juste faire des querelles de chapelle? Les 2 ont leur intérêt, les 2 sont efficaces et correspondent à des populations respectives, mais peuvent être utilisés en association. Alors 2 questions rapides et puis après on va prendre des questions dans la salle. Marc Sapen, on réfléchit à l'heure actuelle à une nouvelle organisation des parcours de soins. En 2 mots, est-ce que vous pouvez nous dire ce dont il s'agit? En 2 mots, il faudrait 2 mots. Ben justement, c'est pour ça, 2 mots. Vous avez tous remarqué, le système ne marche pas. Le système de soins ne marche pas. De moins en moins bien. Et surtout, c'est un système cloisonné.
Donc la première des choses qu'il faut faire, c'est possible puisqu'on est en train de le faire à Bordeaux et presque de le réussir. C'est-à-dire qu'il faut casser ce système. Il faut que toutes les différentes spécialités travaillent ensemble. Que les gens se parlent. Que les gens se parlent, c'est plus que se parler. C'est travailler ensemble dans le même lieu. Là, je vais faire ultra simple. On a changé le système, le modèle. Ce qu'on a créé à Bordeaux, c'est ce qu'on voit dans les espaces de coworking. C'est plus un pneumologue, un cardiologue, un ORL, etc. Chacun garde son cabinet. Mais pour travailler sur cette pathologie, on se retrouve tous avec une unité de lieu. Parce que dans tous les congrès médicaux, vous voyez la dernière diapo, il faut voir le cardiologue, il faut voir le pneumologue, il faut voir le pédiatre. Mais jamais, ça ne marche pas du tout. Vous téléphonez chez l'ORL, 4 mois d'attente, vous téléphonez chez le pédiatre 6 mois, ça ne marche pas. Donc il faut regrouper maintenant autour du patient de la prévention, on en parlait tout à l'heure, et on fait une unité de prévention dans ce centre, jusqu'au traitement. Les dentistes seront sur place, les prestataires de services avec qui nous travaillons régulièrement viendront également. Pas pour tous les patients, c'est impossible. Il y a des patients qui sont difficiles à mettre en place, donc il y aura une unité de lieu. Allez, dernière question pour vous, pour professeur Pépin, et ensuite on prend des questions dans la salle. En quoi les nouvelles technologies, puisque vous nous y faisiez référence tout à l'heure, peuvent-elles faciliter la vie du patient? Alors, c'est une maladie qui est un espace de jeu, je dirais, absolument phénoménal et approprié pour les nouvelles technologies. Le diagnostic, on n'en a pas beaucoup parlé encore. Dans beaucoup de laboratoires, les listes d'attente pour l'accès au diagnostic, ça peut être plusieurs mois, voire plus d'une année dans certains laboratoires, ce qui est totalement ridicule, alors qu'on a des traitements qui sont absolument performants. On a de l'innovation technologique, il y a un forfait innovation actuellement pour avoir un remboursement, pour des méthodes simplifiées où on puisse faire le diagnostic. Il faut dire aux patients aussi, quand on fait le diagnostic sur une seule nuit, on se trompe dans 25% des cas. On surestime ou on sous-estime. Donc la manière moderne, c'est de vous enregistrer à la maison pendant plusieurs nuits. Et là, il y aura des discussions à avoir avec l'assurance maladie pour que ça soit sur plusieurs nuits. Et là, innovation technologique, intelligence artificielle pour le scoring des tracés. Et puis, Yves Grillet va en parler aussi certainement. On veut faire de la médecine digitale. On fait déjà de la médecine digitale. Les appareillages de pression positive, c'est des objets connectés, c'est comme votre téléphone. Ils envoient des données tous les matins. C'est unique en santé. Chez des millions de patients, on regarde l'efficacité, la durée d'utilisation du traitement. On a des plateformes partagées avec les prestataires de soins à domicile, les fabricants, les médecins et les patients. Les patients doivent demander l'accès à leurs données. C'est dans la loi, ils y ont droit, ils doivent être informés et c'est fait de manière insuffisante. Et surtout, on va pouvoir collecter les données des patients, leur demander comment ils se sentent. On parlait des prods tout à l'heure. Typiquement, avec les applications téléphoniques et d'autres systèmes, très vite, les patients doivent pouvoir nous dire « je vais mieux, j'ai tel problème, j'ai besoin de tel ajustement ». Donc on est dans une médecine digitale totale dans cette maladie et qui permettra de prendre en charge ces millions de patients. Sinon, c'est impossible. Alors, on va tout de suite se tourner vers les patients qui sont dans la salle, qui souhaitent poser une question, soit à Marc Sapin, soit au professeur Pépin, sur cette première partie dont nous venons de parler, c'est-à-dire aussi bien comment on découvre sa maladie, les diagnostics, les traitements, tout ce qui vous est proposé, le cheminement, le parcours de soins. Allez-y, n'ayez pas de fausse pudeur, on est vraiment là pour répondre à vos questions. Allez, quel est le premier qui se lance? C'est le plus dur, le premier. Monsieur. Oui, donc j'ai été, on a détecté mon apnée en 1999. J'ai fait un certain nombre de parcours de soins relativement interminables, sachant qu'aujourd'hui je suis en rejet de traitement en fait, puisque l'EPC je ne la supporte pas. Je voulais juste revenir sur quelque chose que à peine a dit ce matin. C'est la première chose qui serait importante pour le patient, c'est de comprendre. Et pour ça, il faudrait, je pense, qu'il y ait un vrai effort de pédagogie de la part des médecins, parce qu'on a des relevés d'enregistrement nocturne, ce qui pour un patient lambda comme moi ne veut absolument rien dire.
On a éventuellement des comptes rendus, mais qui sont souvent aussi assez techniques. Aujourd'hui, vous voyez, en gros, 24 ans après le diagnostic, je ne sais pas exactement quelle est l'origine de mon apnée. Quand j'entends dire par le professeur Pépin que visiblement ça se passe au niveau de la langue ou du pharynx, moi j'ai encore le doute sur le fait que l'apnée peut provenir de plus bas, du larynx. Parce qu'il me semble que j'ai lu sur des comptes rendus. Voilà. Bon, c'est juste pour vous dire que cet aspect-là me semblait très très important. Voilà, merci beaucoup. Alors, vous l'avez compris, on ne peut pas faire ici de dépistage, de diagnostic ou s'exprimer directement sur vous, mais il y a ce problème d'information, de compréhension de la maladie qui me semble important. Oui, et pour compléter ce que je disais tout à l'heure sur notre centre à Bordeaux, à tous les patients, nous proposons ce qu'on appelle de l'éducation thérapeutique. Souvent, dans les médias, ils nous disent « mais c'est quoi le traitement le plus important ?» Ils s'attendent à la nouvelle molécule, etc. Et pour moi, le traitement le plus important, c'est comprendre ce que j'ai, comprendre mes traitements. C'est ça l'élément fondamental. Donc, vous avez un atelier cet après-midi sur l'éducation thérapeutique. Alors, tout le monde ne peut pas en bénéficier, on a un petit peu d'avance sur ce sujet à Bordeaux, mais maintenant, avec l'évolution des nouvelles technologies, on a développé maintenant des formations Zoom pour comprendre sa maladie et ses traitements. Donc ça va énormément se développer. Alors, on prend une autre question, une autre intervention, là-bas, au fond de la salle, en haut, en haut. Allez-y, posez votre question. Bonjour à tous. Donc, moi, je fais de l'apnée du sommeil. J'ai 75 apnées par heure. Le souci, c'est que quand je suis à Paris avec une Lowenstein et j'ai essayé différents masques, lorsque je mets le masque, je ne le supporte pas, ça me booste, ça m'énerve et au bout d'une heure et demie, je ne dors pas. Le fait d'être attaché, ça m'incommode. Et le prestataire, le pneumologue, l'ORL, le psychologue ne savent plus quoi faire pour moi. Et je ne sais plus quoi faire moi-même puisque je suis très fatigué. Alors je jongle avec mon orthèse d'avancée mandibulaire et le matin, quand je suis très fatigué, vraiment très très fatigué, je mets ce fameux masque. Mais le fait d'avoir les sangles autour du visage, de la tête, j'ai essayé 8 masques, m'incommode et je ne sais plus quoi faire. C'est la raison pour laquelle je suis venu ici. Alors, je ne sais pas si... Jean-Louis, professeur Pépin, vous avez compris ce monsieur, lui, c'est les sangles autour de la tête, il ne peut pas. Juste, il ne peut pas. Je pense que, comme l'a dit Marc, on ne peut pas répondre à des cas individuels, mais je vais faire des réponses globales et on va répondre quand même à ce patient, bien sûr, puisqu'on est là pour ça. D'abord, pour le premier patient, je pense que, et Marc l'a dit, on est demandeur d'un engagement encore plus important des patients. On a besoin de ça pour faire évoluer ce milieu et cette maladie. On ne doit plus faire une réponse uniforme, la PPC, la PPC, la PPC, la PPC. Quand on vous donne un diagnostic d'apnée du sommeil, vous êtes en mesure d'exiger une réponse multidisciplinaire, comme Marc l'a mise en place à Bordeaux de manière absolument remarquable, où on vous donne une liste de traitements potentiels et on vous associe au choix. Même si la PPC ne marche pas, même si l'orthèse ne marche pas, il y a encore d'autres choses, traitements positionnels, stimulation de l'hypoglosse, etc., qui sont des choses plus particulières, mais qui peuvent résoudre un certain nombre de cas. Le deuxième patient, ça me permet de parler du fait qu'on a besoin que les médecins aient des compétences multidisciplinaires. Un de ce qu'on appelle des phénotypes les plus fréquents dans les apnées du sommeil. Phénotype, c'est un peu compliqué pour dire un groupe de patients qui se ressemblent, et l'association entre anxiété, insomnie et apnée du sommeil. Et ce que vous décrivez est assez typique. C'est d'abord, vous n'êtes pas un cas isolé, c'est rencontré par un nombre significatif de patients. Et parfois, chez certains patients, avant de débuter la pression positive, il faut faire ce qu'on appelle de la thérapie cognitivo-comportementale. Marc a ce type de praticien dans son établissement, c'est-à-dire des gens qui vous aident à vous préparer au sommeil, à avoir une attitude plus positive par rapport au sommeil, à
à faire baisser éventuellement votre niveau de pression mentale, etc. Et c'est après ce travail-là qu'il y a une possibilité de reprise dans de meilleures conditions de la pression positive continue. Donc c'est là où on voit bien qu'il ne s'agit pas de parler d'une spécialité meilleure que l'autre, il s'agit de disposer dans un package de traitement de compétences multiples pour aborder des patients compliqués comme vous, parce que vous êtes un échec, on entendait de votre témoignage que c'est assez douloureux pour vous, et on peut le comprendre. Il y a des solutions, par contre, vous n'aurez pas une solution qui va se faire en quelques instants. Il y a besoin, quand on a des difficultés comme ça d'apprentissage de la pression positive, de passer un temps significatif pour modifier ses comportements et son abord de la prise en charge. Mais des solutions existent. Merci professeur Pépin. On va passer à l'étape suivante, mais vous pourrez poser d'autres questions un petit peu plus tard. On va donc, je vais me tourner vers Frédéric Le Guillou et vers Patrick Roux, parce que c'est presque à deux voix que vous allez me répondre. Première question qui se pose, c'est la longueur pour avoir un rendez-vous chez un pneumologue, et ensuite pour avoir un diagnostic de l'apnée du sommeil. C'est combien aujourd'hui, Frédéric Le Guillou? Alors c'est une vaste question, donc Jean-Louis Pépin y a répondu en partie, donc dans certains centres où ça peut être jusqu'à 1 an de délai, ce qui n'est pas du tout acceptable. En fait, ça dépend finalement de l'organisation des praticiens sur le territoire de santé et de la panoplie de personnes formées qui sont susceptibles d'apporter du diagnostic aux patients. Je crois que c'est ça, hein, le principal. Et puis, il faudra faire évoluer les choses. Jean-Louis Pépin l'a dit, il y a des nouvelles technologies qui arrivent. On sait qu'il y a des bandeaux connectés qui peuvent enregistrer au domicile des patients. Donc, il y a des nouvelles solutions. Hein. À chaque fois qu'il y a des difficultés, il y a toujours des solutions. Et il faut rester positif parce que l'intérêt, évidemment, c'est de diagnostiquer plus de monde et plus tôt. Alors, Patrick Roux, vous avez été diagnostiqué au bout de... C'est aussi long que M. Cavanac Oui, à peu près, parce que moi j'ai eu un accident de voiture en 80. J'ai poussé un camion remorque avec un fourgon, mais ça n'a pas marché beaucoup, hein, je me suis arrêté très rapidement. Et donc ça c'était en 80 et j'étais diagnostiqué en 2003. Voilà, et pour être clair, vous avez poussé le camion du devant parce que vous êtes endormi au volant. Voilà, j'ai fait une somnolence au volant et ça m'a permis de... À l'époque, on n'a pas diagnostiqué, donc Alors, vous en êtes un exemple vivant, le sommeil est peu réparateur quand on souffre d'apnée du sommeil. Quelles sont les conséquences sur la qualité de vie au quotidien pour vous? Alors, avant, quand je n'étais pas appareillé, c'était le problème toujours d'avoir envie de dormir. J'ai été traité pour l'hypertension, pour des problèmes cardiovasculaires. J'ai eu un tas de problèmes, une année de somnifères pour pouvoir réussir à récupérer. Et tout ce qu'on fait, c'est au bout de, je ne sais plus combien d'années, c'était 20 ans après qu'on m'a diagnostiqué apnéique. Et dès que j'étais appareillé, j'ai senti revivre carrément. Parce que, Frédéric Le Guillou, c'est vrai que la qualité de vie en souffre énormément au quotidien. Oui, la qualité de vie est altérée, on l'a vu, le témoignage de Christophe Cavana, donc des patients le disent, fatigue, troubles du sommeil, fragmentation du sommeil, sommeil non réparateur, dépression, c'est du quotidien avec des errances diagnostiques du coup, mais il n'y a pas que ça, l'accidentologie. Est un exemple frappant. Et on doit à Pierre-Philippe, qui est à Bordeaux, justement aussi, les panneaux que vous voyez sur les autoroutes, vigilance, attention, ne vous endormez pas au volant, c'est pas sorti comme ça d'un chapeau. Ce sont des professionnels qui, à un moment, ont voulu alerter la population vis-à-vis de cela. Et puis, on l'oublie, dans la vie quotidienne, la dépression certes, mais aussi la perte de la libido. Ça va jusque-là. L'irritabilité aussi. L'irritabilité, les troubles de concentration, les troubles de mémoire, tout cela sont des symptômes des apnées du sommeil. Du coup, est-ce que c'est une maladie qui est difficile à accepter? Alors l'acceptation de la maladie, la plupart des témoignages nous le disent, en fait, ils ne savent pas qu'ils sont malades au départ. On ne leur a pas, et finalement, c'est presque un soulagement qu'ils apprennent. Donc l'acceptabilité de la maladie, ce n'est pas un souci.
Le plus difficile, c'est l'accessibilité du traitement. Et on a vu d'autres témoignages dans la salle, et c'est ce que nous disent les patients, parce que les traitements, quand on voit la machine avec un masque, avec des tuyaux, c'est vraiment une intrusion dans la vie privée de la personne et du conjoint également. En plus, c'est une machine qui parfois peut avoir des fuites, peut gêner le conjoint, donc c'est plus le traitement qui est difficile à accepter que la maladie elle-même. Ah justement, vous allez passer le micro à votre voisin. Comment on l'accepte au départ, ce traitement? On a vu tout à l'heure le témoignage du monsieur qui dit « Moi, le masque, je ne peux pas, j'en ai essayé 8, c'est des 100, je ne les supporte pas. » Alors c'est vrai qu'au départ, c'est très difficile d'accepter le masque. Bon, j'en ai testé je ne sais pas combien avant de tomber sur le bon, parce que le faciès est différent de chaque personne. Mais une fois que j'ai eu le bon masque, moi ça allait très bien. Alors attendez, excusez-moi de vous interrompre, mais peut-être que je vais, d'ailleurs il y en a à l'extérieur, ils ne vont pas être contents de ce que je vais dire, dans les fabricants de masques et tout. Il ne faut pas hésiter, si on a un masque qui ne nous convient pas, à le dire à la personne qui fournit l'instrument. Ça ne me va pas. Ça c'est exact, il ne faut pas avoir peur devant le téléphone de les rappeler pour dire ça ne me convient pas, il faut essayer autre chose. Mais ça, c'est encore tabou, les gens n'osent pas le faire et ça c'est ce que nous, dans nos milieux associatifs, quand les gens viennent à nos petites réunions d'information, on leur précise qu'ils n'hésitent pas surtout à rappeler le prestataire de service et s'il y a encore d'autres problèmes, se retourner voir son pneumologue ou son ORL pour trouver la solution. Il y a une petite formation à avoir, ou vous en avez suivi une, ou on vous laisse lâcher dans la nature tout seul? Ah non, on est carrément au départ lâché dans la nature. Donc c'est le gros problème aussi. Il y a déjà un diagnostic qui était très très long. Après le suivi, bon, le prestataire il nous suit très bien, mais après bon, ils sont un peu limités des fois. Et ce qui se passe, c'est que c'est la vie, comme on disait, la vie avec le conjoint et tout ça qui est très difficile. C'est ce que j'allais vous dire. On a le témoignage de Kavala qui dit clairement, ma femme, elle allait coucher dans la salle de bain parce qu'elle ne supportait plus soit le bruit que je faisais, soit même la vue, ce que je crois qu'on appelle ça la trompe d'éléphant, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Mais c'est exactement ça. Puis bon, disons que le problème, le conjoint n'accepte pas des fois aussi de voir son conjoint appareillé, dormir à côté de quelqu'un qui est un cosmonaute, ça ne convient pas. Puis après, tout le monde fait, et s'aperçoivent quand même au fur et à mesure du temps qu'on est appareillé, on a une autre vie qui est carrément différente, la libido, on revient. Mais après aussi, j'ai eu tous les problèmes d'hypertension, tout ça, ça s'est un peu résorbé. Et j'ai eu, pour ma part, une nouvelle vie. Et mon épouse aussi, sans aucun problème. Peut-être un mot là-dessus, Frédéric Le Guillou, le poids que fait peser la maladie sur le patient et surtout sur le conjoint ou l'aidant, ou enfin la personne qui est à côté en tout cas. Oui, effectivement, donc il y a le côté psychologique d'acceptation du traitement, évidemment. Il y a le problème des fuites, qui est un vrai problème pour le Longtemps que tout a mis... c'est surtout qu'il y a des petites fuites dans le masque, et donc le jet du masque peut être, si on dort face à face, arrive directement dans le visage du... Vous avez du vent toute la journée. Et donc du coup, elle dort toujours dans la baignoire, mais pas pour les mêmes raisons. Donc ça, c'est des choses qui peuvent exister. Et donc ça se règle, parce que quand même, les fabricants ont fait énormément de progrès, il faut quand même le dire, pour améliorer la taille des machines, le bruit des machines, le confort des machines. Donc il y a eu quand même énormément de traitements, et la majorité des gens sont quand même améliorés par le traitement, et les conjoints aussi, parce que le nombre de personnes qu'on voit en consultation, ils disent « Docteur, surtout ne lui retirez pas sa machine », quand je dis là, c'est gagné, quoi. Donc voilà, mais il y a ça. Et puis il ne faut pas oublier, il y a des personnes qui sont seules aussi, qui vivent seules. Et donc, quand ils ont une machine, qui vivent seuls et qui vont rencontrer quelqu'un d'autre, comment est-ce qu'on va annoncer à la personne, la première nuit qu'on va dormir avec ces personnes-là, qu'en plus, il faut mettre une machine? Et oui. Justement, est-ce que l'information qui est donnée à l'aidant ou à la personne qui accompagne est suffisante? Non, elle est nulle. Non, il n'y a rien du tout. Actuellement, c'est nul. Et disons que nous, au niveau associatif, on arrive à discuter avec les personnes, de faire travailler, de faire comprendre aux personnes aidants ou accompagnants quel est le bienfait pour la personne qui est apnéique et qui est appareillée. Un mot là-dessus, Frédéric Le Guillou? Non, c'est bon?
Non, effectivement, la formation de l'aidant est capitale. Alors quand on les voit en consultation, c'est super quand la personne vient accompagner en consultation parce qu'ils entendent le même discours. Et on sait très bien quand on annonce un diagnostic et un traitement, la personne concernée n'entend qu'une partie des messages que le professionnel veut délivrer. Quand il y a quelqu'un d'autre, il peut compléter une fois qu'ils sont revenus à la maison. Les associations de patients essayent de faire un certain nombre de choses, et donc dans le cadre de l'information, surtout ne vous contentez pas du médecin. Allez voir vraiment sur les sites des différentes associations de patients, dont un des rôles et des principaux rôles, c'est d'informer les patients sur leur pathologie, sur leur traitement, parce que l'on sait, quand on est au sein d'une association de patients, qu'un patient qui a compris sa maladie va l'accepter et fera beaucoup mieux son traitement. Ça, c'est capital. Un mot là-dessus, après ce grand page de publicité pour les associations de patients. Patrick Roux, vous ne pouvez pas rester muet. Hein. Ah non, je ne peux pas rester muet, là, je suis entièrement d'accord avec Frédéric, il n'y a aucun problème. C'est notre but, c'est notre association. Toutes les associations de malades sont là pour les aider, les accompagner. C'est le but. Mais il faut que tout le monde travaille dans le même sens. Et c'est ça le gros problème actuellement, c'est que c'est encore tabou, les associations sont plus ou moins mal reçues, mal perçues, et puis en réalité on est là, moi, les gens peuvent prendre mon numéro de téléphone, ils peuvent m'appeler de n'importe où, je leur répondrai sans aucun problème. On a parlé tout à l'heure du parcours de soins, Frédéric Le Guillou. En dehors des pneumologues, est-ce que les professionnels connaissent bien cette maladie de l'apnée du sommeil, ou est-ce que c'est la bouteille d'encre? De mieux en mieux quand même. Donc il y a encore des lacunes effectivement, mais quand même de mieux en mieux, les médecins généralistes, les autres spécialités, et souvent les patients eux-mêmes ou les conjoints le signalent à partir du moment où il y a du ronflement, où il y a des choses, quasiment tout le monde dans son entourage a quelqu'un qui a des apnées, est concerné, et les gens discutent entre eux. Et on arrive quand même à avoir une détection qui est meilleure globalement, même si ce n'est pas parfait. Allez, le ressenti des patients, des soignants, des aidants. On vous offre le micro tout de suite. On va y aller dès le premier rang. Ouais, je voudrais faire un témoignage rapide, là, justement, concernant les associations de patients. J'ai des apnées depuis 6 mois, donc je suis traité depuis 6 mois. Bon, je n'ai pas eu de difficulté avec le masque, sauf à choisir, il m'a fallu 9 masques pour arriver à en trouver 2 qui ne fuyaient pas. Il m'a fallu 9 et ça a été difficile. Cela dit, je suis branché sur 2 forums américains et c'est un truc exceptionnel. C'est-à-dire que ce forum utilise un logiciel extrêmement élaboré. Donc tous les matins, je prends la carte de ma machine, je la mets dans mon PC, j'ai tous mes critères de la nuit. En même temps, je me suis mis une bague qui me donne l'oxygène, donc je peux faire coïncider ça avec mon taux d'oxygène dans le sang. Je regarde mes données. Si j'ai un doute à un moment donné sur une donnée, je la poste immédiatement au forum, pour lequel il y a des dizaines de milliers d'Américains qui suivent leur apnée depuis des décennies. Et immédiatement, dans les 24 heures, j'ai le retour qui me permet de décoder, et peu à peu, on s'améliore. Et quand je parle avec mon médecin pneumologue, elle me dit « Oh, c'est bien ». Alors, est-ce que ça existe en France? Est-ce que ça existe en France? L'importance des anciens. Disons qu'actuellement, oui, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dessus. Il y en a ici actuellement qui sont présents, qui représentent ADEL, et qui, ADEL, a suivi un peu comme les Américains. On n'était pas au niveau des Américains, mais je suppose qu'il faut y aller voir le site que vous avez vu là-bas aux États-Unis. Mais ADEL, ils ont un site qui est superbe. Vous pouvez les rencontrer, là, ils sont pas là. Voilà, donc on vous donne le nom du site, ADEL. ADEL Santé. Voilà. ADEL, c'est pas le prénom. Pas le prénom. Voilà, c'est pas le prénom. Donc c'est plus de 500 000 patients qui sont sur cette plateforme, c'est quasiment 1 sur 3 qui est appareillé quand même, c'est énorme. Et il y a une version patient, il y a une version professionnelle de santé, et ça c'est capital, ce qu'a dit monsieur, il faut être acteur de sa santé. C'est capital. À partir du moment où on comprend,
où on a les données biométriques qui sont remontées, eh ben, on est capable de s'adapter et de trouver des solutions. Voilà, mais donc vous voyez, on peut en trouver en France aussi. Je dis ça pour ceux qui ne sont pas obligatoirement anglophones. Il fait comme ça, le monsieur du premier rang. Il reste dubitatif. Hein. Bon, allez tester Adèle, et puis on va Je vais voir. compléter au monsieur du premier rang. Parce que c'est un être exceptionnel. C'est pas la population générale. Il est très technologie, il est très comme ça. Il s'est totalement pris en charge. Mais il y a un très grand défaut sur ça. Moi aussi, j'ai des montres connectées, etc. Et on sait très bien que lorsque vos informations, qui sont excellentissimes, ne sont pas partagées avec votre équipe de soignants, à ce moment-là, elles ont beaucoup moins de valeur. Elles ont de la valeur pour vous parce qu'on est dans du simple. Et la plateforme qui a été évoquée par notre ami, c'est une plateforme communautaire. C'est-à-dire il y a à la fois votre équipe médicale et à la fois vous-même. Et en plus, vous pouvez communiquer avec votre équipe médicale. J'envoie mes données toutes les semaines à mon médecin pneumologue. Voilà. C'est vous qui les envoyez. Mais vous avez, comme je vous l'ai dit... Il me renvoie les siennes. Oui, mais vous êtes un être exceptionnel. Un être exceptionnel. Allez, on va prendre un autre monsieur. Allez. Oui, je veux pas monopoliser la parole, mais j'ai des petits compléments. Il y a un chiffre qui n'est pas donné, justement, et qui est tout à fait dans le sujet, c'est le taux de, je dirais, de rejet de la PPC. Ça veut dire combien de gens l'essayent et combien de gens vont la garder. Alors une seconde. Super important. Taux de rejet de la PPC, est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Marc? Alors, il y a des chiffres. Moi, je ne crois pas du tout aux chiffres. On vous dit 4% de la population, c'est peut-être 30% de la population qui est concernée. Et là, c'est la même chose. On a discuté dans un atelier ce matin, les chiffres américains. Il y a beaucoup de choses formidables en Amérique, mais il n'y a pas de prestataires de soins à domicile, de santé. Donc les taux d'observance aux États-Unis sont absolument catastrophiques, parce que les gens sont seuls, par des êtres exceptionnels qui se débrouillent. Autrement, la plupart des gens ne se débrouillent pas. En France, on a la chance fabuleuse. C'est le seul pays au monde. Vous avez entendu ce qu'a dit Cavana. Il n'a même pas la prise en charge de la PPC. Au Québec. Au Québec. Et là, on a des prestataires, c'est-à-dire qui vont chez vous, qui vous accompagnent du matin au soir. Et quand vous êtes dans des équipes où on s'intéresse vraiment à vous, vous avez de l'éducation des patients, c'est pas du tout ces chiffres américains. Dans nos centres, nous, c'est 75-80% d'adhésion au traitement. C'est même très au-dessus des traitements classiques de l'hypertension artérielle et de la... Donc les idées sont totalement fausses. Alors, vous aviez une deuxième question, je crois. Oui, donc sur les aides, il a été évoqué donc, les PCC. Je veux savoir si on peut envisager des aides d'autres types, relaxation, hypnose, ou voilà. Et ça ne peut s'organiser que dans des réseaux, j'imagine. Alors, Frédéric Guillot, ensuite peut-être Marc. Alors évidemment, il y a d'autres traitements qui sont complémentaires, hein, qui peuvent être apportés. La relaxation, l'hypnose, la kiné linguale. La kiné linguale et se développe énormément. Il y en a de plus en plus. Il suffit d'interroger autour de chez soi. Il y en a de plus en plus. Et puis la prise en charge nutritionnelle. Donc effectivement, c'est pas un seul traitement qui est susceptible de faire, c'est une panoplie à l'heure actuelle. Et c'est le pneumo qui peut vous orienter pour savoir vers qui aller? Alors, À condition qu'ils sachent. juste une seconde sur ce sujet. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'apnée du sommeil, c'est que ce n'est pas une maladie a priori du médicament. C'est-à-dire on change complètement d'habitude et de façon de prendre en charge les patients. Et il y a un sujet qui me passionne actuellement, c'est ce qu'on appelle la médecine intégrative. Ça veut dire quoi la médecine intégrative? C'est-à-dire on fait la médecine scientifique dont on parle depuis ce matin, et on intègre des médecines complémentaires dans le parcours de soins. Et pour répondre directement à la question, nous sur Bordeaux, on a l'hypnose, on a la sophrologie, on a le yoga sommeil, on a la musicothérapie. C'est absolument déterminant. Ce qui est dangereux dans ces choses-là, pour dire les choses simplement, c'est qu'il peut y avoir des déviances. Des gens qui ne voient plus que par l'hypnose, la sophrologie, etc. L'avantage de la médecine intégrative, c'est que ça se fait ensemble avec le parcours scientifique. Je peux vous dire, pour les patients auxquels je n'ai pas répondu tout à l'heure, l'hypnose et la sophrologie, on a des résultats, d'ailleurs qu'on va publier prochainement dans les congrès, qui sont exceptionnels. Allez, on va prendre... J'ai pas compris s'il faut être soigné, il faut aller à Bordeaux, en fait. Non, Non, mais il n'est pas mauvais, ça s'appelle. Oui, Il y a des choses comme elles sont. mais non, mais... Il y en a toute petite chose, c'est que les associations de patients, je trouve qu'ils sont pas très visibles. Alors, Patrick Roux, c'est chez vous que ça se passe. Là.
Vous n'êtes pas visible. Non, mais oui, je comprends. C'est vrai que il y a la communication qui ne se fait pas. Si vous voulez, nous, en tant qu'association, on travaille avec les pneumologues, on travaille avec les prestataires, on travaille avec tout le monde pour avancer. Mais après, disons que quand le patient va voir son médecin traitant ou va voir son pneumologue, le pneumologue ou le médecin traitant ne veut pas parler des associations qui pourraient aider les patients. Et c'est gros point noir pour nous. Allez, un peu de pub, on peut donner 2 ou 3 noms d'associations, la vôtre ou d'autres. Disons que moi je suis pas loin de Marc Sapin, je suis donc Stop Apnée du Sommeil Nouvelle-Aquitaine, donc je suis du côté de Mont-de-Marsan. Voilà. Je suis venu spécialement pour venir vous voir, n'est-ce pas? Et après, sinon, vous avez la FFAIR, qui est une fédération qui regroupe une 50aine d'associations dans toute la France. FFAIR. Alors vous avez aussi Santé Respiratoire France, donc, sur lequel vous avez toutes les pathologies respiratoires dans leur globalité, et il y a aussi les apnées du sommeil. Et puis il y a aussi Alliance Apnée du Sommeil, donc il y en a quand même un certain nombre. Donc alors la maladie peut être invisible, les associations peuvent être invisibles, on est là pour les rendre visibles pour vous. Voilà, allez, on va prendre une autre question. Je rajoute une chose. Mais aidez-nous. Voilà. Personne ne répond aux appels à dons. Des petits 10 € pour soutenir nos associations, il n'y a personne au rendez-vous. Dans le monde anglo-saxon, c'est comme ça. Aidez-nous. Et notre liberté, ça sera d'être indépendant des industriels. Mais pas un patient français ne paye de cotisation. Autre question dans la salle. Monsieur, là. Oui, bonjour. En fait, c'est une question d'ordre pratique. On a détecté des problèmes de sommeil, mais par contre, je ne sais pas où aller. Parce qu'on m'a dit, regarde sur Doctolib. Alors, il y a les pneumologues, il y a les dentistes, il y a les psychiatres. Et en fait, qu'est-ce qu'on doit faire au départ? Alors, comment se faire finalement, si je peux... Je ne sais pas comment les suivre. Vous ne savez pas si vous souffrez d'apnée du sommeil ou pas? Je fais de l'apnée du sommeil, on l'a dit. Oui. Mais bon, voilà, j'ai vu un médecin, mais après X et Voilà. X démarche. Et il n'y a pas de centre de sommeil partout comme il y a à Bordeaux. Alors, à qui on s'adresse? Alors déjà, le premier relais, c'est d'en parler à votre médecin traitant. C'est elle qui m'a envoyé sur Doctolib. C'est quand même surprenant qu'elle n'ait pas son propre réseau de correspondants. Là, il y a un problème d'information qu'elle n'a pas été cherchée quand même. Donc à un moment, il faut que les médecins, je vais être très critique à ce moment-là, il faut que les médecins s'intéressent à leur métier, et on ne peut pas tout faire, et il faut savoir déléguer à certains spécialistes ce qu'il faut savoir faire. Mais et c'est comme ça dans tous les domaines. Essayons de leur apporter une réponse. Voilà. Parce que Alors, son médecin traitant n'a pas de raison. voilà, donc, allez voir un pneumologue, un ORL, ça dépend de où Il y a vous un êtes. centre Quoi. à Paris qui s'appelle CMV. Vous êtes où, monsieur C? Moi, je suis à Paris. À Paris. Alors, vous avez un centre à Paris. Attendez, vous allez voir. On va vous le faire en direct. Voilà. Non, mais il y en a plusieurs à Le Paris. centre avec le docteur Bluman et d'autres médecins, mais pas comme à Bordeaux avec Intégrative. CMV Sommeil, qui se trouve, je mets mes lunettes. Vous allez tout avoir, monsieur. Voilà. 10 bis, rue Anatole de la Forge, Paris 17e. Parce que j'ai été appareillée, voilà, j'ai été branchée il n'y a pas très longtemps par eux. Je l'ai trouvé sur Internet. Voilà, ben voyez, vous n'êtes pas venu pour rien, monsieur. Allez, on prend une dernière question éventuellement. Je ne vois pas s'il y a une main qui se lève ou pas. Oui, voilà. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis une association de malades. Je suis Paris BPCO, mais nous avons aussi des apnées du sommeil dans notre association. Et ce que je veux faire, moi, c'est faire marcher les patients, aussi bien les BPCO que les apnées du sommeil, que les patients chroniques. Et toutes les semaines, avec un monsieur qui a une sarcoïdose, nous faisons une sortie au départ de Boulogne-Billancourt au bois de Boulogne, le samedi après-midi, et la semaine d'après, c'est le dimanche matin, entre 9h et 11h, en partant du Trocadéro. Nous allons quelquefois jusqu'à la Concorde et nous montons jusqu'à la Tour Eiffel. Vous êtes les bienvenus. Eh ben voilà, merci beaucoup. Alors, je vous propose maintenant d'aborder la dernière partie de cette journée, de cette conférence. On va voir que les patients peuvent avoir un rôle qui est très important à jouer dans la prise en charge de leur maladie, puisque la grande
nouveauté, ce dont faisait d'ailleurs référence tout à l'heure Marc Sapin, c'est que les patients vont devenir de plus en plus actifs vis-à-vis de leur traitement. Ils vont disposer de moyens pour s'auto-évaluer. On va donc rejoindre tout de suite le docteur Yves Grillet, qui est vice-président de la Fédération française de pneumologie, qui n'a pas pu venir parce qu'il y a des grèves de transport. Il est chez lui à Aigues-Mortes. On vous voit, docteur Grillet. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez répondu à un appel à projet qui a été proposé par la Haute Autorité de Santé. Vous avez été lauréat. Alors, la révolution dont je parle, elle porte un nom qui peut étonner, ça s'appelle les PROMS. Qu'est-ce que c'est que les PROMS, docteur? Oui, bonjour à tous. Merci de cette invitation d'assister au début de ces échanges très intéressants. Juste avant de parler des PROMS, pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit précédemment, sur la santé numérique et que les apnées du sommeil se prêtent très bien à cet exercice. Et on a parlé aussi un petit peu d'une plateforme qui s'appelle Adèle. Donc il faut savoir qu'il existe actuellement des plateformes qui comprennent les PROMS, on va y venir, mais qui comprennent aussi des accès différents pour les médecins, pour les patients, pour les prestataires et pour les accompagnants thérapeutiques, et qui collectent des données qui viennent à la fois des dispositifs de traitement, comme les PPC par exemple, on voit tous les jours l'IAH, les fiches, les pressions, etc., les données qu'elles doivent enregistrer. On peut ajouter des objets connectés, et puis on va revenir au PROMS, il y a une partie patient. Alors la partie patient, il comprend les PROMS, c'est un outil numérique aussi, hein, ça marche avec un ordinateur, un téléphone, une tablette, avec ce que vous voulez. Et ça comprend aussi, pas seulement les PROMS, ça comprend l'accès aux informations transmises par les machines auxquelles les patients ont droit, comme l'a rappelé Jean-Louis tout à l'heure, et qui comprend également des informations sur la maladie. Alors ces informations, pour le moment, ne sont pas très complètes, mais voilà. Et puis il y a la partie PROMS, pour arriver dans le vif du sujet. Alors, rassurez-vous, hein, je ne veux pas... Non, alors justement, on va regarder un petit peu les divers PROMS que vous avez imaginés pour les patients qui sont atteints d'apnée du sommeil. On va décrire leur contenu. On en a un premier qui est sur l'écran. Le premier questionnaire, il permet d'évaluer ce qu'on appelle la somnolence. Exactement. Donc, PROMS, ça veut dire les résultats, la traduction littérale, c'est mesure des résultats rapportés par les patients et qui concerne l'évaluation de la qualité des soins. Et c'est des auto-questionnaires, en fait, ces PROMS, qui sont remplis par les personnes malades et, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, par celles qui sont traitées pour un SAHOS. Donc ça, c'est un questionnaire qui s'appelle le questionnaire de PROMS, que la plupart des patients ont dû rencontrer dans leur parcours et qui essaye d'évaluer la somnolence. Je pense que les questions sont lisibles. Oui, plus ou moins, mais pour faire très simple, les gens peuvent dire de 0 à 3. Alors, s'il n'y a aucun risque de s'assoupir, c'est 0. S'il y a un grand risque de s'assoupir, c'est 3. C'est par exemple, tiens, ceux qui sont assis, inactifs dans un endroit public, cinéma, théâtre ou réunion, c'est le cas ici, est-ce que vous êtes en train de vous endormir? Pas du tout, c'est 0. Beaucoup, c'est 3. C'est ça. C'est ça. Tout à fait, et donc voilà, ça donne un score. Dans le score, vous savez, en médecine, les scores, il faut les regarder avec beaucoup de prudence. Il y a des patients, c'est pas une note, hein, donc les patients qui vont à 15 sur 24, la plupart ont quand même des chances, des bonnes chances d'avoir des apnées du sommeil. C'est pas sûr, et en tout cas, ceux qui ont un score de 2, ils peuvent très bien avoir des apnées du sommeil, même avec un score de 2. Alors on va regarder votre questionnaire suivant parce qu'il est tout à fait intéressant puisqu'il permet de voir les différents symptômes qui sont dans le cadre de l'apnée du sommeil. Ça va du ronflement à la fatigue, en passant par les troubles de la mémoire ou le mal de tête. Là c'est simple, c'est oui-non. Hein. Oui, c'est ça, oui-non. Bon, c'est simple, il faut remplir les questions. Si vous cliquez non, si vous n'avez rien, ce que je vous souhaite, vous cliquez non soit dans la case en haut, en bleu, vert, en vert, et tous les noms se remplissent. S'il y a un oui dans la liste, et bien vous changez le nom. Je veux dire, c'est vite renseigné quand même, parce que c'est une série de questions, vous êtes obligé de répondre une par une, et ensuite, il ne faut pas oublier d'enregistrer surtout. Voilà, on va regarder le troisième questionnaire qui concerne les effets secondaires. En quoi, selon vous, ce questionnaire est particulièrement important pour vous? Ce questionnaire est quand même très important parce que
il faut tenir compte des effets secondaires, et y compris ceux qui ne sont pas forcément signalés a priori par le patient. Mais par exemple, pour prendre un exemple, s'il y a des lésions cutanées sur le nez, parce que le masque laisse, eh bien, il est important de le savoir, parce que ça ne sert à rien d'expliquer aux patients qui devraient absolument observer 6 heures par nuit. Il vaut mieux s'occuper, en l'occurrence, par exemple, de lui changer son masque. Voilà, donc c'est un exemple simple, il y en a d'autres. Donc c'est très important de s'intéresser aux effets secondaires. Alors comment est-ce qu'on est sûr que le patient va bien remplir ce questionnaire? Alors juste encore une chose, il y a un autre questionnaire, vous voyez en bas, il y a du ciel visuel analogique avec un petit bonhomme rouge, un en orange, un en vert, une échelle qui va de 0 à 10. C'est comment je me sens aujourd'hui. Voilà, donc je vous posais la question, comment être sûr de bien remplir le questionnaire? Alors, comment être sûr de bien remplir le questionnaire? Il faut le remplir, c'est surtout ça. Une fois qu'on s'y met et qu'on le remplit, c'est vite fait quand même. Vous avez vu, vous n'êtes pas obligé de remplir tous les questionnaires. Vous pouvez remplir que l'échelle visuelle analogique, donc il faut que ce soit rapide, facile, mais la principale question, c'est d'y penser. D'y penser à remplir ces questionnaires, parce qu'on le verra peut-être tout à l'heure. Mais c'est très intéressant d'avoir l'historique. Si vous n'avez qu'un questionnaire rempli, au départ, ben, ça sert au moment éventuellement du diagnostic, mais ça ne sert plus après. Si vous avez des questionnaires remplis à peu près régulièrement, il n'y a pas d'obligation, à peu près régulièrement, ben, vous avez plusieurs points. C'est plus facile de voir une évolution quand on a plusieurs points que quand on a qu'un. Patrick Roux, peut-être un mot sur ce que vous pensez de ces questionnaires que vous découvrez, hein, on dit clairement. Moi, le questionnaire par lui-même, je le trouve bien. On avait déjà fait une étude déjà dessus. Et le point qui me gêne le plus, c'est, on en revient au patient. Est-ce que le patient voudra le remplir tous les jours ou pas tous les jours? Mais les inciter, c'est à nous, association, de les inciter surtout à faire ce questionnaire, de le remplir régulièrement pour pouvoir avoir un bon suivi de leur observance. Docteur Grillet, je ne pense pas que tous les jours soient utiles, mais il faut le faire quoi? Tous les mois, ça serait bien? Chacun fait comme il veut, mais plus il y en a qui sont remplis de savoir, c'est pas tous les jours, hein, il ne s'agit pas de maintenir les gens dans leur qualité de personnes malades et de leur rappeler leur maladie tous les jours. Mais une fois par semaine, c'est parfait au début, une fois par mois par la suite, ça peut être suffisant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces questionnaires sont évalués depuis un petit peu plus d'1 an. Plusieurs centaines de personnes se sont portées volontaires. Quelles sont les premières remontées que vous avez sur ces questionnaires? Oui, je voulais juste en profiter pour saluer Patrick Roux, effectivement, de la FFA hier, avec qui on avait co-construit les premiers questionnaires qui s'appelaient Sommerspear. Et donc, il connaît bien cette question. Et après, ben, voilà, c'est effectivement un peu les associations qui peuvent faire connaître ça, qui peuvent inciter les gens à répondre. Alors, pour répondre à votre question, les premiers résultats, bon, ça vient de commencer, vous voyez, on avait 2700 carnets patients à date du 1er janvier 2023. Alors là, il y a le détail, vous voyez, ça a commencé il y a longtemps, c'est ce que je disais, hein, c'est la partie de gauche jusqu'à début du projet, c'est la partie Sommerspear à laquelle elle a participé un petit coup. Et la deuxième partie, c'est depuis le démarrage de l'étude avec la HAS. Voilà. Donc ça, les premiers résultats, ben, voilà, ils sont pour le moment assez comment dire, sommaires, parce qu'on n'a pas les résultats, l'étude est en cours. Et donc on aura plus de choses à dire l'année prochaine, par exemple, à la même époque, puisque l'étude s'arrête à la fin de l'année. Mais dites-nous, docteur Grillet, en quoi ces questionnaires vont faciliter le dialogue avec le médecin? Juste une chose, voilà, ça répond un peu à votre question. D'abord, il faut que ces questionnaires, il faut savoir que c'est des carnets qui sont pour les patients, ils appartiennent aux patients. Alors, ils peuvent accepter ou non de partager avec leur médecin. Donc, les premiers résultats de cette étude montrent que dans 89% des cas, les patients sont d'accord pour le partager avec le médecin. Voilà. Et puis la deuxième partie de votre... La question c'était en quoi ça facilite le dialogue? Ça permet au médecin de voir un patient évoluer, alors peut-être qu'il va le rencontrer physiquement qu'une fois tous les 6 mois, par exemple.
Exactement. Donc, vous voyez ce que je disais tout à l'heure là, sur la fréquence de remplissage des questionnaires, plus il y aura de questionnaires remplis, plus on aura une idée d'évolution, à la fois des symptômes, des effets secondaires, et ici, là, c'est l'état de santé du patient. Donc, s'il y a des rouges tout le long, c'est pas bien, s'il y a des verts, c'est parfait. S'il y a des verts avec de temps en temps des rouges, c'est intéressant de savoir ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc ça facilite un petit peu le dialogue, parce que le médecin, de ce coup d'œil, peut voir un peu, où ça coince un peu, ce qu'il faudrait essayer d'améliorer, et en tout cas s'intéresser à ces points précis. Donc ça permet d'améliorer la qualité des soins, quelque part. Alors, oui, on espère. En tout cas, oui, les PROM, si vous voulez, c'est quand même une notion qui est une notion un peu économique, mais ça n'a pas été inventé pour les patients qui ont des apnées du sommeil. Ça a été inventé pour plein d'autres pathologies et d'une façon générale, les études scientifiques sont nombreuses. Pour ceux que ça intéresse, ils peuvent consulter sur le site de l'Institut HAS, sur votre moteur de recherche, Haute Autorité de Santé, HAS et PROM, et vous allez voir qu'il y en a des pages et des pages. Donc, ça a été prouvé que ça améliorait la qualité des soins. Pour ce qui est dans la question qui intéresse souvent plus des apnées du sommeil, c'est ce qu'on essaie de démontrer. On en saura peut-être un peu plus, mais il n'y a pas de raison, a priori, que ça soit différent des autres pathologies. Donc oui, c'est quelque chose qui améliore la qualité des soins. Patrick Roux, peut-être là-dessus, j'aimerais votre réaction. Vous pensez qu'effectivement, vous pouvez avoir des soins qui sont améliorés du fait que vous avez ce questionnaire d'auto-évaluation régulier? Pour ma part, je pense que oui. Mais j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ce qu'il faut, c'est que tous les patients puissent le faire. Et à nous de les aider aussi, aux médecins et tout ça, de dire aux patients qu'il faut qu'ils remplissent ça pour eux-mêmes, pour voir leur état de santé, le suivi de leur état de santé. Mais c'est surtout le patient qui doit se prendre lui-même en charge. Ben, si vous permettez, Patrick, on va faire un petit sondage ça là. Parmi les patients qui souffrent d'apnée du sommeil, qui seraient prêts à remplir des PROMS? Vous pouvez lever la main, on fait un sondage voilà, on fait quoi, 50%, Marc? Petit 50%. Petit 50%, il dit. Bon, alors, docteur Grillet, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux 60% qui n'ont pas levé la main pour les inciter à s'intéresser aux PROMS? Ça dépend de leur appétence pour les outils numériques. Je pense qu'il faut aussi qu'ils aient le souhait de s'engager eux-mêmes dans la prise en charge de leur propre pathologie. Il y a des gens qui vont dire non, on fait confiance au médecin, voilà, c'est tout. Comme ça, c'est pas la peine de s'endetter outre mesure. En fait, c'est quand même un outil d'appropriation de la maladie, de connaissance, qui est important. Après, les PROMS, c'est une notion qui est quand même relativement récente. Donc, on ne jette pas la pierre aux 60%. Un jour, ils en verront peut-être intérêt. D'ailleurs, les médecins n'ont pas tous vu non plus l'intérêt des PROMS, parce qu'ils ne sont pas tous là à le proposer. Donc, voilà, il faut laisser un peu de temps au temps. Mais il faut surtout qu'ils sachent de quoi il s'agit. Il ne faut pas dire je suis contre sans avoir vu ce que c'était. Donc, moi, ce que je les invite à faire, c'est aller voir ces carnets, à regarder, à savoir si ça les intéresse d'avoir les résultats de leur traitement, sur les résultats transmis par les PPCI par exemple. Vous savez que ça sert aussi aux prestataires qui peuvent mettre des alertes. Donc c'est quand même quelque chose qui permet de personnaliser les soins au-delà des mots. Je veux dire. Ça c'est un outil vrai, réel, pratique, qui existe, qui permet de personnaliser les soins. Voilà, on va voir dans la salle s'il y a des patients qui ont envie de vous poser des questions, qui souhaitent demander soit des précisions, soit souhaitent réagir par rapport à ce qu'on vient de dire sur ces carnets patients. Ah, vous êtes moins excité que tout à l'heure. Hein? Oui, on va prendre une première question. Monsieur, allez-y. Ce n'est pas tant une question, moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas de remplir des documents pour X, Y, Z, ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est d'avoir la possibilité de contrôler, de comprendre le traitement de ma thérapie et de pouvoir agir dessus et d'avoir des informations nécessaires pour cela. Je pense que Epworth, je l'ai rempli initialement, bien sûr,
dans la première phase pour le diagnostic. Mais ensuite, ça ne sert à rien que je le répète une fois que je sais que j'ai l'apnée du sommeil. Ce qui m'intéresse, c'est plus de regarder, d'avoir accès à mes informations, les comprendre et voir comment je peux m'approprier le contrôle de mon traitement sans avoir à dépendre systématiquement d'un pneumologue avec lequel je dirais le rendez-vous sera je ne sais où. Tous les 6 mois ou tous les ans. Voilà, donc, alors évidemment, je parle dans mon cas, j'ai la capacité à faire ça, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais voilà, c'est une chose un peu particulière. Je pense que les profs ne m'aideraient pas dans mon traitement. Eh bien, on va demander. Alors, vous avez bien entendu ce patient, Dr. Grigny. D'abord, je vais dire à quelqu'un, remplir les points, ça n'a aucun intérêt. C'est pour vous, vous les remplissez. Vous remplissez votre réponse une fois. Donc, la réponse, c'est d'abord isolé, ça ne veut rien dire. Donc, c'est tout un ensemble de choses qu'il faut considérer. Comme ça a été dit tout à l'heure, c'est juste les peurs. Et vous le remplissez pour vous. C'est peut-être intéressant si vous l'avez rempli pour un traitement, de savoir ce que donne votre traitement sur les poids que vous donne en 2 ans. Vous savez qu'il y a beaucoup de patients qui abandonnent leur traitement au bout de 3-4 ans, ça dépend bien que voilà. Donc c'est essentiellement pour vous. Les informations, elles ne demandent qu'à être enrichies. Et sur le site dont vous avez parlé, donc Adèle par exemple, il y a des informations concernant la maladie. S'il y a des fuites sur votre PPC, c'est bien quand même de le savoir, enfin au masque, c'est bien de le savoir, voilà, avant que quelqu'un vous dise, ou avant de vous apercevoir que le traitement est moins bien fait. Donc ces informations, elles sont prioritairement destinées à vous. Ça, c'est pour redonner la parole aux patients, parce que jusqu'à présent, bon, les médecins écoutent les patients évidemment, posent des questions, etc. D'abord, ils ne les posent pas toutes. Et puis ensuite, ils interprètent les réponses. Là, c'est vos réponses à vous, sans interprétation de personne. Et après, vous en faites ce que vous voulez, dis-moi, vous. Voilà, donc, On va prendre une autre question, Dr. Grigny. Allez-y. Oui, bonjour, je suis patiente, je suis sur la plateforme Adèle. Je remplis les petits questionnaires. Alors au début, j'étais très assidue, je le faisais tous les jours. Après, un petit peu moins. Et puis là, vous venez d'en parler, je me suis dit, tiens, ça fait un petit moment. Et en fait, ça fait 2 mois que je ne les avais pas remplis. Donc, petite suggestion, est-ce qu'il y aurait possibilité d'envoyer mensuellement un petit cœur de rappel? Voilà un petit message, Dr. Grigny, pour dire, tiens, est-ce que vous ne voulez pas remplir ce mois-ci votre propre, vous avez oublié de le faire. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Et puis, donc si vous souhaitez qu'on vous rappelle, c'est que vous allez trouver un intérêt à le faire. Et donc ça, c'est plutôt encourageant. Bien sûr, ce sont des outils là, qui commencent, comme l'a dit Jean-Louis tout à l'heure, la vie du sommeil se prête particulièrement bien à tout ce qui est santé numérique, etc. Et tout ça doit évoluer. Hein. Ça, pour le moment, c'est la préhistoire, là, ce qu'on est en train de vous montrer. Après, le temps passe rapidement. Hein. Toutes ces technologies, les accélérations sont rapides. Ces outils, on ne dit pas qu'on a inventé le meilleur outil. On dit simplement que voilà, c'est quelque chose qui existe et qui demande quelques améliorations. Et des suggestions comme celles que vous venez de faire, madame, eh bien, on les retient. Et ça, il faut en parler aussi à Marie-Laure Pallier, qui est dans la télé. Parce que c'est vraiment moi qui vais mettre en place sur les SMS. Voilà, elle est au premier. Très bien. Je précise, Dr. Grigny, parce que tout le monde ne la connaît pas, elle est au premier rang. Voilà, vous pouvez lever la main, comme ça, c'est à vous qu'il faut s'adresser s'il y a une question sur les profs. On prend éventuellement une dernière intervention sur le sujet que vous voulez, que ce soit les profs, que ce soit les contacts avec les patients, etc. Parce qu'il y a des ateliers qui vont démarrer dans 4 minutes, donc on m'a dit qu'il fallait surtout finir à l'heure. Voilà, je vois une main qui se lève, à gauche, là-bas, au milieu de la salle. Ça sera la dernière intervention. Bonjour, je me demandais, est-ce qu'il y a des patients qui, à l'issue de l'accompagnement sur les différentes... vous avez parlé au-delà du sommeil, la diététique et les autres pathologies, est-ce que certains arrivent à guérir de... Est-ce qu'on peut guérir en fait des apnées ou c'est quelque chose que l'on a toute sa vie? Eh bien, la réponse de Marc Sapin. C'est même un lien pour l'année prochaine.
Et je vois très très bien un thème scientifique sur ce sujet l'année prochaine. Alors une des façons, encore mieux que guérir, on va même aller au-dessus, comment prévenir le syndrome d'apnée du sommeil. Et l'année prochaine, donc si vous êtes d'accord, si cette manifestation vous semble utile, on tâchera de la reproduire. Et je profite, puisque j'ai le micro, de vous remercier tous. Jean-Louis, que je vois, notre ami Yves Criquet, tous les orateurs qui ont participé, qui ont bravé les feux de poubelle, les trains arrêtés, les avions qui ne démarrent pas, donc les survivants qui sont là, on les remercie, ce sont tous des bénévoles, et donc ils sont venus parce qu'ils sont convaincus qu'ils ont à vous dire des choses, et pour conclure totalement, et la fin de cet échange avec les proms me paraît fondamentale, on est dans un tournant de société. On va, et Jean-Louis l'a évoqué tout à l'heure, beaucoup plus parler de santé que de médecine. Donc c'est se resituer dans cette époque-là. Et donc tout ce que vous avez dit là, ça va dans les deux sens. On vous a appris des choses, mais vous en avez appris également. Et donc ça c'est le rôle principal des profs. Merci aux associations de patients et merci de les soutenir à l'année prochaine. Est-ce qu'on peut guérir? Oui, l'année prochaine. Alors vous revenez l'année prochaine et vous aurez la réponse, est-ce qu'on peut guérir? Ça c'est ce qui s'appelle faire du zapping. Merci à tous.